Quand je suis en panique, je sais que je n'ai pas réellement peur de mourir. J'ai plutôt peur d'avoir mal, de souffrir. La plupart d'entre nous caressons sans doute le secret espoir de nous éteindre sans douleur dans notre lit, paisiblement, entourés de nos proches, et si possible avant eux pour ne pas avoir à les pleurer. Nous évitons d'imaginer qu'il puisse en être autrement. Aussi, lorsque nous nous abreuvons d'histoires de morts violentes, que nous en sommes autant fascinés qu'horrifiés, qu'est-ce que cela dit de nos propres angoisses existentielles ? Serait-ce une manière de les tenir à distance, à l'extérieur, chez les autres, et donc de nier la possibilité que cela puisse nous arriver ? Ou alors, est-ce que l'on recherche, plus ou moins consciemment, à en étudier toutes les possibilités, tous les scénarios, afin de pouvoir les anticiper et les éviter pour nous-mêmes et pour nos proches ? L'anti-héros du jour est fasciné par la mort, par les morts, par ce que les personnes disparues laissent derrière elles, par les lieux où elles ont vécu et qu'elles continuent d'une certaine façon à habiter. Il ne sait jamais vraiment ce qu'il va trouver. Il a peur, mais ça ne l'empêche pas d'aimer se laisser surprendre par des fantômes qu'il a peut-être, ne serait-ce qu'un instant, l'illusion de ressusciter. Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue dans Anti-Héroïne. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Alors Julien, tu es journaliste, reporter, réalisateur et podcasteur. Oui. Tu es l'auteur des podcasts Super-Héros et Cerno. Moi, je t'ai découvert dans Cerno. Alors d'habitude, c'est toi qui poses les questions. Et donc ma première question justement, c'est qu'est-ce que ça te fait du coup d'être interviewé et est-ce que ça te fait peur ? Alors, j'ai l'habitude d'être interviewé maintenant, depuis quelques temps, parce que depuis que je fais du podcast, je suis très souvent interviewé, où je réponds beaucoup à des questions. Et il y a quelques temps encore, ça me faisait très peur de répondre. Et maintenant, non, je le prends un peu comme une opportunité, comme un plaisir en fait, maintenant de parler. Et c'est bien d'avoir un micro tendu devant soi, parce que, ouais, on nous laisse l'occasion de parler, et c'est plutôt agréable, je trouve. J'en profite. D'accord. Alors Julien, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? De quoi et dans quelles circonstances ? Alors, j'ai pas vraiment réfléchi à la question, donc ce que je vais Ça dire tombe est bien. spontané. Quand tu me poses la question, j'ai vraiment l'impression d'avoir peur tout le temps, je crois. De quoi j'ai peur ? Alors, j'ai peur de l'avenir, d'une manière générale. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, en fait. J'ai peur des gens mal intentionnés, j'ai peur de l'injustice, j'ai peur de l'administration. J'ai parfois, et j'ai souvent, mais peut-être de moins en moins, peur des gens. J'ai peur du téléphone. J'ai peur parfois de l'emprise des gens. Ça peut m'arriver. Ou que les gens exercent une emprise sur moi. Parce que je sais que j'ai du mal à m'en dégager. Je pense que j'ai peur de beaucoup de choses, en fait. Je me sens un peu quand même dans une insécurité, en général. Une idée d'où elle pourrait venir, cette insécurité ? Oui, j'y ai réfléchi. Je crois que ça vient du fait que mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit. Et mon père est parti du jour au lendemain de la maison. Et je crois qu'à ce moment-là, d'après mes souvenirs, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que le soir, je me suis retrouvé chez moi et mon père était parti. Et j'ai commencé à comprendre qu'on allait avoir plein de problèmes, que la vie serait plus la même. Et c'est un peu comme si le monde allait s'effondrer. Et je pense que mes peurs viennent de là. C'est-à-dire que après, j'ai grandi un peu sans père. Et j'avais personne pour m'aider vraiment. Et voilà, d'ailleurs, j'avais peur de lui. J'avais peur... j'avais une relation essentiellement téléphonique avec lui. J'avais peur, quand il me téléphonait, de dire des bêtises, d'être à côté de la plaque, de pas bien utiliser ce temps que j'avais avec lui par téléphone. Et du coup, maintenant, j'ai une phobie du téléphone. À chaque fois que les gens me donnent leur numéro ou me disent « Tiens, je t'appelle », souvent, je réponds pas. Alors, c'est ridicule parce que je sais téléphoner quand même. Je peux répondre au téléphone, mais j'ai toujours une inquiétude.
Donc voilà, je pense que mes peurs viennent de là, en fait. Le fait que je me suis retrouvé dans un état d'insécurité quand j'étais petit. D'accord. Dans Cerno, tu mènes une anti-enquête qui t'amène à rencontrer toutes sortes de personnes, de la Bourgogne à la Martinique, en passant par Paris, évidemment. Est-ce qu'il t'arrive ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur à certains moments de ton anti-enquête ? Alors j'ai peur un peu tout le temps, là aussi. C'est-à-dire que déjà, je suis journaliste, comme tu l'as dit, mais j'ai une façon de travailler qui est la suivante, c'est-à-dire que je ne prépare rien, je n'ai pas de questions, je ne sais pas qui je vais interviewer, et je débarque au hasard dans des lieux, n'importe lesquels, en l'occurrence dans Cerno, ce sont des lieux de crime souvent, et sans savoir qui je vais interviewer, je ne fais pas de casting avant, rien n'est prévu, quoi. Et du coup, voilà, il faut que je tombe sur quelqu'un, je cherche des gens, je vais un peu vers qui va me parler, vers qui veut me parler. Et du coup, j'ai toujours peur alors c'est une peur relative, hein, mais j'ai toujours peur de ne rien obtenir, de ne trouver personne, que personne ne parle, ou j'ai peur de me faire jeter. Et en fait, maintenant je me calme un peu parce que je sais qu'il arrive toujours quelque chose, que je trouve toujours des gens, et que je me fais rarement jeter. Donc ça me rassure finalement, mais cette peur est toujours là, et je dirais que cette peur m'aide un peu en fait. Elle me mobilise, et elle me permet de ne pas arriver en terrain conquis, comme un journaliste sûr de lui, qui écraserait un peu les gens qu'il interviewe. Non, ça me permet d'être un peu dans mes petits souliers, de me remettre à ma place, et surtout ça me permet d'écouter les gens, je pense. Sinon, si j'avais pas peur, je pense que je m'en foutrais un peu. Enfin, il y aurait un truc comme ça, hein, où je serais pas totalement là. Bon. Ensuite, oui, j'ai peur parce que quand je fais ce podcast, parce que je vais sur des lieux de crime. Donc, ce sont des lieux qui sont chargés de souvenirs macabres. Et donc, voilà, moi, je sais exactement ce qui s'est passé. Donc, en fait, quand je m'incruste dans les immeubles, que je monte les escaliers, souvent, je vois l'image des tueurs, je vois les images de crimes, parce que j'ai eu la description, parfois les photos des crimes. Et donc, ça crée une inquiétude. Mais j'ai surtout peur parce que j'entre dans un immeuble avec un micro, sans y être invité, sans qu'on m'attende. Et j'ai peur de faire peur, en fait, parce qu'après, il faut que je frappe aux portes, souvent, que je rencontre des gens, et j'ai peur de faire peur, parce que c'est inquiétant de voir quelqu'un dans sa cage d'escalier avec un micro, et c'est pas très rassurant. Oui, on se demande comment il est rentré, déjà. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, c'est beaucoup de personnes âgées qui sont là, souvent l'après-midi, quand je travaille dans les immeubles. Et voilà, comme je travaille sur une affaire criminelle qui concernait des personnes âgées, c'était un tueur qui tuait des vieilles dames. Finalement, ce qui me fait peur, c'est aussi que je me retrouve comme le tueur, c'est-à-dire qu'il mettait le pied dans la porte et il entrait, il s'incrustait dans l'immeuble et il entrait chez les vieilles dames. Et en fait, je me retrouve un peu dans le même cas de figure et ça me fait peur. Après, l'expérience me fait dire que j'ai pas forcément de raison d'avoir peur. Bon, la dernière fois que j'ai fait ça, que je suis allé sur un lieu de crime, j'ai osé frapper à la porte du rez-de-chaussée parce que j'entendais des voix. C'était un immeuble assez délabré, qui n'avait pas bougé. Je pense qu'il n'avait pas été entretenu depuis l'affaire criminelle. Donc il y avait un décor assez inquiétant. Et j'ai frappé à la porte et il y a une jeune femme qui m'a répondu et je sentais qu'elle n'était pas à l'aise, ça lui faisait peur et qu'elle a été très agressive. Et voilà, donc j'étais pas... J'en mène pas large, en fait. Plus que de la peur, c'est que j'en mène pas large, quoi. Je comprends. Il faut oser quand même déjà entrer dans un immeuble sans y avoir été invité, passer parfois le filtre de la concierge aussi. J'ai entendu ça à plusieurs reprises dans ton podcast. Et il faut quand même beaucoup de courage, effectivement, pour aller déranger les gens. Moi, je sais que ne serait-ce que pour aller toquer à la porte du voisin pour demander, je sais pas moi, une fourchette,
J'ai du mal à oser déjà. Donc là, pour aller carrément leur poser des questions sur une affaire criminelle d'il y a longtemps ou simplement le fait de rentrer dans leur intimité quelque part, moi personnellement, je trouve ça assez terrorisant. Et en même temps, c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de ton enquête, en fait. Oui, parce qu'en fait, quelque part, les gens ont un peu peur avec moi. C'est un peu ce qu'ils viennent chercher aussi en écoutant un podcast sur une affaire criminelle. C'est aussi un peu se faire peur. Mais ce que tu dis, tu vois, quand tu dis que tu avais peur d'aller sonner à la porte de ton voisin, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Je le suis beaucoup moins, d'ailleurs, depuis quelques temps. D'ailleurs, depuis que je fais du podcast. Peut-être que c'est très thérapeutique, en fait, cette méthode. Et je sais que j'avais peur d'aller, ne serait-ce qu'aller acheter une baguette à la boulangerie. Et que souvent... il pouvait m'arriver de ne pas y aller parce que j'avais peur, en fait. Je répétais ma phrase enfin, tu vois, c'est quand même débile, quoi. Je répétais ma phrase dans ma tête, la phrase que j'allais dire à la boulangère pour acheter une baguette, quoi, ou un gâteau, ou je sais pas. Et ouais, du coup, j'avais une espèce de peur sociale comme ça. Je vois très bien. Ouais. Alors, le fil rouge de Cerno, c'est donc cette série de meurtres d'Amagé commis par le tueur en série Thierry Paulin dans plusieurs quartiers de Paris dans les années 80. Qu'est-ce qui te fascine ou qu'est-ce qui t'excite, en fait, dans cette affaire criminelle que tu définis toi-même comme sordide et captivante? Alors, ce qui me fascine... c'est pas forcément les meurtres, parce qu'ils sont moches. Enfin, bon, je sais pas s'il y a des meurtres qui sont très esthétiques. Bon, peut-être. Peut-être, c'est une question. Peut-être, il faudrait y réfléchir. Mais en tout cas, là, ils n'étaient pas du tout esthétiques. C'est des meurtres particulièrement dégueulasses. La mort me fascine. La disparition me fascine. Et c'est aussi les lieux de crime qui me fascinent. C'est-à-dire que en commençant ce travail, j'avais envie de me rendre sur des lieux de crime pour voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus, en fait. Est-ce que les souvenirs entre les murs persistaient? Est-ce que le souvenir du crime, est-ce qu'il y avait des traces des crimes? Est-ce qu'il y avait des traces des victimes? Qu'est-ce qu'on en disait? Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Comment on habite ces lieux aujourd'hui? Et voilà, je voulais retourner sur des lieux de crime avant tout. Qu'est-ce que tu ressens, en fait, quand tu arrives sur un lieu de crime? Bon, j'imagine que c'est pas toujours la même expérience, ça doit dépendre, mais est-ce que tu sens je sais pas, des vibrations, des énergies particulières? Est-ce que ça génère peut-être de l'angoisse? Est-ce que, au contraire, t'es super excitée? Enfin, je suis curieuse de savoir ce que tu ressens, en fait. Alors, je suis allé dans beaucoup d'immeubles où les crimes ont eu lieu, mais je n'ai pas vraiment réussi à entrer dans les appartements. Parce que c'est délicat, parce que souvent les gens aujourd'hui, les gens qui occupent les appartements, déjà je ne sais pas forcément dans quel appartement ça a eu lieu quand je vais dans un immeuble. Parfois j'ai des infos et je le sais, mais voilà. Et après je ne vais pas sonner à la porte de l'appartement et tu vois, annoncer aux gens qu'ils habitent dans un appartement où un crime a eu lieu. Moi je trouve ça très désagréable, en fait. Si j'habitais un lieu, si dans la maison un crime avait eu lieu, j'aimerais pas forcément le savoir et qu'on me le dise, quoi. Mmh, bien sûr. En revanche, je suis quand même allé dans un lieu de crime. Dans un appartement où un crime a eu lieu, là j'étais sûr que c'était cet appartement-là. Et il se trouve que, bon, ça serait trop long à expliquer, mais les gens qui occupent l'appartement m'ont accueilli parce que c'était des gens que connaissait un de mes auditeurs. Donc il a fait un peu l'entremetteur, il m'a permis d'entrer chez eux. Et je croyais qu'ils étaient au courant qu'un crime avait eu lieu dans leur appartement, et en fait, ils ne le savaient pas. Et je m'en suis rendu compte en entrant avec mon micro qu'ils ne savaient pas que le crime avait eu lieu dans leur appartement. Ils savaient qu'un crime avait été commis dans leur immeuble, mais ils ne savaient pas que c'était chez eux. Et moi, il se trouve que c'était la victime qui s'appelait Johanna Secaresco, donc qui a été tuée en 1984, en novembre. Et il se trouve que c'est la victime que je connaissais le mieux, en fait, et à laquelle je m'étais beaucoup attaché parce que j'avais retrouvé énormément de choses sur elle et des gens qui la connaissaient. C'était pour moi un personnage très important. Et donc, entrer dans cet appartement, c'était pas rien, quoi. Et
j'ai ressenti une émotion très forte, beaucoup de tristesse, parce que ce crime, je le trouve très, très injuste, et particulièrement injuste parce que j'ai l'impression de la connaître, et je connais des détails sur elle, sur son caractère, et pour moi, je suis révolté qu'elle ait été tuée comme ça, d'une façon aussi minable. Et en fait, quand je suis arrivé dans cet appartement, donc j'ai discuté avec les gens qui l'occupaient. Mon but, c'est aussi de faire des portraits des gens que... Des très beaux portraits, hein, la plupart du temps. Merci. Je souligne. Merci beaucoup. Bah là, du coup, c'était un très beau portrait parce que c'était un très beau couple de comédiens, pas tout jeunes. Et tout de suite, ils ont commencé à me parler de fantômes. Alors que c'est pas moi qui ai amené le sujet du tout. Et ils m'ont parlé de maisons hantées. Donc, c'est comme s'ils étaient un peu au courant, finalement, que... Enfin, je sais pas, inconsciemment. Et ils me disaient que leur chat avait un comportement bizarre dans l'appartement. C'est comme s'ils voyaient des fantômes, voilà, des choses comme ça. Oui, le chat qui sursaute alors que tout est calme et qu'il n'y Voilà. a pas un bruit. Oui, des trucs comme ça où il fixe quelque chose qui pourtant n'est pas visible à l'œil nu. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ils me racontent tout ça. Et je leur demande de visiter l'appartement parce que je leur ai dit que j'étais attaché à la personne qui vivait là. Que je faisais des recherches sur elle, un documentaire, ce qui n'était pas faux. Je leur ai pas dit qu'elle était morte ici, je leur ai pas dit. Mais voilà, et je leur ai dit que c'était important pour moi de visiter l'appartement. Et je visitais, et en même temps que je visitais, j'avais les images du meurtre qui se superposaient parce que j'étais au courant. Alors c'était des images qui étaient fausses parce que j'avais pas encore vu à l'époque les photos. Maintenant je les ai vues. Et je sais que pendant tout ce moment où je suis resté dans cet appartement, ça a duré peut-être 1h30 ou 2 heures. Quand j'ai visité et que je posais ces questions, c'est que j'avais une espèce de fréquence dans ma tête. Une espèce de dzz assez forte. Et bon, c'est peut-être moi qui me suis créé cette fréquence. Peut-être que et pour moi, c'était une espèce de rappel à chaque seconde, en fait. Voilà, tu es dans cet endroit-là, quoi. Tu es dans cet endroit où il y a eu un meurtre dégueulasse. Et voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais j'avais une espèce de... J'entendais quelque chose, quoi. J'entendais voilà, une fréquence, quoi. Une fréquence. Et qui n'était que dans ma tête, quoi. D'accord. Et j'avais une inquiétude, une tristesse, une émotion, et évidemment, tu l'as dit un peu, une excitation. Parce que j'étais dans cet endroit. J'ai beaucoup galéré pour pouvoir rentrer dans cet appartement. Ça a duré des années, en fait, quelque part, avant que je puisse y arriver. Donc voilà, j'avais aussi une excitation. Pas de peur. Si j'avais dû passer la nuit tout seul dans l'appartement, alors bon, déjà, moi-même, tout seul dans mon appartement, la nuit, j'ai peur. J'ai peur. Peur de quoi ? Justement, j'ai peur des époques qui se superposent, en fait. Dans ma tête, je superpose toujours des époques, et je me dis, mais... Voilà, est-ce qu'il y a des... C'est pas que je crois aux fantômes, j'y crois et j'y crois pas, enfin j'ai pas d'idée précise sur la question, mais j'ai l'impression que les lieux sont toujours habités, bon voilà. J'ai peur que des gens fassent intrusion, ça arrive, hein. Et du coup là j'avais pas forcément peur, mais si j'avais été tout seul dans l'appartement, oui la nuit, j'aurais pas dormi, sachant qu'il y a eu un crime. J'aurais pas dormi, c'est sûr. Donc tous ces lieux chargés d'histoire et de tragédie, en fait, donc déclenchent quand même chez toi des émotions assez fortes, dont la peur, mais pas seulement. Hein, tu as parlé d'excitation aussi, notamment. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tu dirais que tu aimes avoir peur, en fait, ou te faire peur, peut-être plus précisément. Ou en tout cas, est-ce que te faire peur, ça fait partie de ce que tu recherches aussi quelque part en allant visiter ces lieux de crime, en allant rechercher des informations sur ces affaires à la fois sordides et captivantes. Voilà. Est-ce que te faire peur, ça fait partie des motivations, en fait ? Alors, ça a pu faire partie de mes motivations. Au début, j'avoue que... Mais je pense que quand on est enfant, on aime se faire peur. Quand on va dans des manèges, quand on est ado... moi, j'adorais ça. J'adorais les films d'horreur, j'adorais tout ça. J'adorais aller dans des fêtes foraines, sur des trucs... voilà. Maintenant, beaucoup moins et de moins en moins. Je pense que c'est normal parce que je vieillis. Après... ce côté, je me fais peur avec mon podcast, je l'ai de moins en moins. J'ai moins envie de me faire peur.
Parce que quelque part, pour moi, plus je travaille sur cette affaire et plus c'est la réalité, en fait. Plus je me rends compte qu'elle a eu lieu dans la réalité. C'est pas seulement une histoire, quoi. C'est pas une story. C'est pas un récit. Plus je vais sur plus je vais sur les lieux de crime, plus je rencontre les protagonistes de l'histoire, plus je me renseigne sur les victimes, plus je me rends compte que ouais, c'est vrai, quoi. Ça a vraiment eu lieu et c'était pas drôle du tout. Et aussi, je pense que quelque part, j'ai une sensibilité différente depuis, je pense, le Covid, par exemple. Et j'ai envie de choses positives et je sais que les choses qui me font peur, j'aime moins qu'avant. Tu vois, j'aimais beaucoup des séries qui pouvaient m'inquiéter, me faire peur, des séries télé. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de mal, en fait. J'essaie de regarder des trucs, des comédies, des trucs qui me font... Voilà, peut-être que je suis plus sensible. Je sais pas, ouais. Je suis moins attiré par la peur. Et est-ce que tu as toujours aimé les faits divers ou est-ce que c'est venu avec Cerno justement et avec ton anti-enquête ? Non, je sais que j'ai toujours aimé les trucs glauques. Non, j'avais chez moi... On est nombreux dans ce cas. Ah ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que chez moi, quand j'étais ado, il y avait un grand-oncle qui m'avait offert une espèce de série de bouquins. Mémorial de notre temps, ça s'appelait. En fait, il y avait un livre par année. Et ça allait de 1945 à 1995, je crois. Et en fait, c'était classé par faits politiques, faits sportifs, etc., événements de l'année, économie et tout. Il y avait une rubrique faits divers et moi, je lisais que pour les faits divers. Et je sais que ça me fascinait, en fait. Ouais, ça me fascinait. Il y avait un côté très voyeur, quoi, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas répondre à cette question. Pourquoi on est attiré par les faits divers ? Après, je pense que se faire peur, c'est aussi... une fois que la peur est passée, on est mieux, quoi. C'est un peu de l'adrénaline, et puis... voilà, c'est un shoot, quoi. Et puis après, on se sent bien, quoi. Peut-être on se sent mieux. On se calme, et puis ça va mieux. Oui, mais pourquoi on a besoin de ce shoot, en fait ? Ouais, bonne question. Il faut qu'on médite là-dessus et qu'on écoute ton podcast. Donc, tu as dit que tu étais fasciné par la mort. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui te fascine tant, en fait, dans la mort ? C'est la disparition brutale, en fait. Qu'est-ce qui reste des gens, en fait ? C'est plutôt sur la mémoire aussi. Les morts, en fait. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans nos mémoires ? Pourquoi je suis fasciné par la mort ? Je sais pas, l'ombre des morts qui planent toujours, j'ai l'impression... Pourtant, j'ai été confronté à la mort assez tard dans ma vie. J'ai perdu... la première personne que j'ai perdue, c'était ma tante. J'étais déjà adulte. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, peut-être que j'ai l'impression de ne pas avoir peur de la mort. Pas forcément pour moi. Un peu pour mes proches, quand même. J'ai peur qu'ils meurent, ça c'est sûr. Peut-être que... je suis un peu dans le déni et que j'essaie de... En fait, j'aime bien je fais beaucoup de portraits aussi dans mon autre podcast, Super-héros, de gens qui ont frôlé la mort. Dans Cerno, il y a ce moment justement où tu rencontres ce commissaire de police qui a travaillé sur l'affaire Paulin et il te montre des photos des victimes sur les lieux de leurs assassinats. On imagine que certaines, du moins, de ces photos doivent être vraiment très violentes et très difficiles à regarder. Et tu dis d'ailleurs dans ton podcast que une de ces photos t'a particulièrement secouée au point que t'en as pas dormi de la nuit. Et donc ma question est simple en fait. Pourquoi est-ce que t'es allé regarder ces photos quelque part ? Enfin, qu'est-ce que t'y cherchais en fait ? Déjà, je travaille sur cette affaire criminelle depuis 2 ans et demi, maintenant. Peut-être 3 ans même. 3 ans. Et je me dis, c'est un passage obligé, en fait. Il faut que je voie les photos. Il faut que je les voie. Parce que, si je veux faire mon boulot à fond, je peux pas me voiler la face. Il faut que je voie un peu à quoi ressemblaient ces crimes. Alors, je me faisais une idée de ces crimes,
Je me faisais des images mentales, hein, peut-être. Et quand j'ai vu les photos, c'était encore pire. C'est-à-dire que bon, je voyais des vrais cadavres et des scènes encore plus sordides que ce que j'avais imaginé. Comme quoi, par exemple? Et ben en fait, des intérieurs misérables, tristes, euh, où on sentait des vieilles femmes seules depuis longtemps, dans la pauvreté. Et donc voilà, tu sentais que c'était pas très joyeux déjà. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elles avaient des vies, elles avaient sûrement des vies euh, qui leur convenaient. Voilà, ça c'est un jugement de valeur. Je sais pas du tout en fait si c'était le cas. Euh, et on sent que le malheur fatal est venu les frapper donc une dernière fois. Et bon, pour certaines, j'ai vu des cadavres vraiment où on s'était acharné sur elles. Et quand on sait ce que c'est une vieille dame, je pense que toi comme moi, on pourrait pas ne serait-ce que donner une gifle à une vieille dame parce que ce sont des gens fragiles et ce serait déjà extrêmement violent. Et là, on parle pas de gifle parce que j'ai vu des crânes enfoncés avec du sang partout, des visages complètement déformés, en fait, dans des appartements qui sont voilà, assez pauvres, comme je disais, et qui sont mis à sac, complètement dévastés, quoi. Donc voilà, on sent une rage qui est terrible et qui, moi, m'a écœuré, en fait. Voilà, j'ai senti un écœurement. Et qu'on a du mal à imaginer quand même. Enfin, ouais, c'est vrai. Pour que ça arrive à un tel point et pour s'acharner justement sur des personnes qui ne sont pas du tout en mesure de se défendre, pour le coup. Et s'acharner à ce point-là, en plus pour quelques billets, c'était pas non plus des cambriolages. C'était pas très lucratif. Ouais. A priori, tous ces crimes. Donc, ouais, il y a une rage oui. Moi, je trouve complètement inimaginable. Oui, oui. Et du coup, on sent que bon, ça a duré 20 minutes, et en 20 minutes, ils ont eu le temps de saccager tout ça. Et donc, on voit que ces dames sont pas du tout mortes en paix, quoi. C'est-à-dire que quand on imagine sa mort, je pense que c'est important de savoir qu'on meurt dans le calme, qu'on est entouré, qu'il y a quelqu'un qui nous prend la main, et elles, en fait, elles ont été poussées à l'intérieur de l'appartement par 2 mecs qui ont commencé à les frapper, à voler de l'argent, à tout mettre... Enfin, c'est une mort qui est absolument angoissante, horrible, quoi. Et c'est cette angoisse, pour moi, qui peut-être reste dans les lieux et que je vais aller voir, quoi. Alors, tu me demandais... C'est vrai qu'il y a une photo en particulier que j'ai vue et qui m'a empêché de dormir. Donc, Johanna Secaresco, la victime dont je parlais, dont je suis allé dans l'appartement... Je savais, en allant chez le commissaire laitier, que j'allais voir sa photo. Et je lui ai demandé s'il avait la photo de son appartement et du meurtre. Il m'a dit oui, je les ai. Et là, j'y tenais plus, en fait. Il fallait que je la voie tout de suite. Il y avait un truc comme ça j'étais pressé de la voir, en fait. Alors, pourquoi ? Un peu peut-être comme quelqu'un qui perd un membre de sa famille ou un proche et qui veut absolument voir le cadavre, en fait. Oui, il y avait ça. Et aussi, je voulais voir... Qui est quelque chose que... Excuse-moi, je te coupe. Qui, moi, pour le coup, m'intrigue beaucoup. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de voir une personne à qui l'on tient, dont la vie a complètement déserté le corps, en fait. Moi j'ai vu 2 fois, j'ai vu mes 2 grands-pères morts. Et en fait, l'impression que ça m'a laissé, c'est que c'était pas vraiment eux, en fait, leur corps, parce que ils parlaient plus, ils bougeaient plus, ils voyaient plus, voilà. Et du coup, vraiment, ils étaient plus là, quoi. Enfin, c'était seulement une enveloppe corporelle, en fait. Et... Peut-être qu'on veut vérifier qu'ils sont plus là. Et aussi, oui. Moi, je crois qu'il y a un truc, tu vois, quand je suis triste, j'essaie pas de me dire, bon, allez, je vais faire un truc pour aller mieux. Bon, si, quand même. Mais en fait, je vais jusqu'au bout de ma tristesse. Et là, je crois que je voulais aussi me confronter à l'horreur, à la tristesse, à la perte, à la disparition, et me rendre compte aussi. Alors, bizarrement, c'était la photo de cadavre de crimes commis par Paulin, de victimes de Paulin,
celle de Johanna Segherescu qui était la moins impressionnante. En termes de violence? Oui, parce que je crois qu'elle a été frappée. Mais il y avait ce que j'ai interprété, moi, sur son visage comme une espèce de plaisir. Et je me suis raconté, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas comme ça que ça se passe, je me suis raconté qu'elle avait eu tellement peur et elle avait tellement peut-être souffert qu'au moment où la mort l'a délivrée, en fait, ça s'est apparu sur son visage et on voit le soulagement. Bon, j'en ai parlé à un ami médecin qui m'a dit c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il dit qu'en fait l'expression qu'il y a sur le visage des morts ne reflète pas forcément ce qu'ils ressentaient au moment où ils sont morts. Peut-être qu'il y a un relâchement des muscles. Enfin bon, ça c'est un peu flou. Il faut que je me renseigne sur la question d'ailleurs. Oui, ce qu'ils ont dans la tête n'est pas forcément exprimé sur leur visage, enfin dans leur corps d'ailleurs. Oui. Et inversement, en fait. Ouais. C'est assez mystérieux de toute façon tout ça. Ouais. Et voilà. Et en fait, pourquoi ça m'a empêché de dormir c'est que je me refaisais l'histoire, hein, je crois. Je me suis rendu compte de ce qui s'était vraiment passé, du chaos en fait de son appartement, tout ça. Et ça me fait penser que je suis moi-même passé près de la mort. J'ai cru que j'allais mourir un jour, dans un accident de voiture. Et c'est toi qui conduisais ? C'est moi qui conduisais. Je conduisais sur une nationale. J'étais avec un copain dans la voiture. Et il y a quelqu'un qui m'a coupé la route sur la nationale alors que j'allais à la vitesse d'une nationale, quoi. Donc pas doucement. Et ça a été très violent. Et au moment où j'ai compris que j'allais avoir un accident, en fait, c'est comme si le temps s'était un peu arrêté ou ralenti. Et j'ai eu le temps de me dire, en fait, je vais mourir. Et donc, il y a eu le choc très violent. Je suis pas mort. J'ai même pas été blessé parce que j'avais une grosse voiture qui m'a protégé, en fait. Et à ce moment-là, donc, le temps que je reprenne mes esprits, il y a une femme qui est venue, qui m'a parlé à travers la vitre, qui m'a dit attention, votre voiture est en train de brûler, il faut que vous sortiez. Et là, je me suis évanoui. Et quand je me suis évanoui, en fait, je me suis retrouvé j'ai fait une espèce de rêve où j'étais dans une espèce de communauté un peu New Age. Il y avait une copine à moi, qui est bien vivante, hein, qui s'appelle Judith, qui m'accueillait avec des gens qui jouaient de la musique, les couleurs étaient un peu surexposées, et j'étais bien, en fait. Et là, le copain avec qui j'étais venait de voir une émission à la télé où il disait, en fait, il faut pincer le petit doigt des gens qui sont évanouis pour qu'ils reviennent à eux. Et en fait, il n'a pas pincé le petit doigt, il me l'a mordu. Très, très fort, et je me suis réveillé comme ça. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans une angoisse parce que je me suis souvenu que j'avais eu un accident de voiture, etc. Et quand après, je suis allé voir un psychiatre de l'assurance pour qu'il évalue en fait les dommages psychologiques que j'avais subis, il m'a dit mais vous avez fait une near-death experience, c'est une expérience de mort imminente. Et en fait, il dit mais les gens décrivent tous ça, en fait, une scène surexposée avec de la musique. C'est marrant ça. Ouais. Parce que moi j'ai plutôt en tête des récits de tunnels avec de la lumière, des choses comme ça. Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi, mais souvent c'est des trucs comme ça de couleurs surexposées. Et je me suis dit, waouh, en fait, alors je sais pas si je serais mort parce que j'ai pas été blessé. Alors peut-être que j'aurais peut-être pu mourir, ne pas me réveiller. Je sais pas si c'est possible. T'as eu un traumatisme crânien ou qu'est-ce que t'as eu exactement ? Non, j'ai rien eu. T'es juste tombé dans les pommes, en fait. Oui, mais du coup, peut-être que je sais pas, j'aurais eu une crise cardiaque ou je sais pas, peut-être que j'aurais eu un truc, ou peut-être que je serais pas mort, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, ouais, aussi la mort, c'est ça, ou si le cerveau, t'aide à mourir en te déclenchant, je sais pas, des hormones ou je sais pas quoi, comme ça, des images c'est bien, quoi. Plutôt sympa. Oui. Et du coup, j'ai lu aussi, je me suis un tout petit peu documenté, pas beaucoup, que les gens qui avaient eu comme ça une expérience de mort imminente, après jouaient un peu avec la mort. Ils étaient toujours dans des expériences de liminarité comme ça, où ils allaient un peu chercher la mort, etc. Moi, j'ai pas vraiment eu ça. Combien de temps ça a duré ? Ce rêve ? Oui. Oh, pas longtemps, je pense.
1 minute. Ah oui. Oui, Donc c'est je vraiment crois. une image. Enfin, c'est plus une image qu'une scène animée. Non, c'était une vraie scène, mais je pense que la notion du temps n'était pas la même. Je sais pas, je te dirais 1 minute parce que... Comme dans les rêves, en fait. Les rêves, on Ouais. a l'impression que ça dure assez longtemps, alors qu'en fait, c'est quelques minutes, peut-être même quelques secondes souvent. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui distingue en fait justement cette expérience de mort imminente d'un rêve en fait classique, quoi. Enfin, Je sais pas. Parce que... après, on peut... Bon, je sais pas, peut-être il doit y avoir des études là-dessus, mais je pense que c'est un déclenchement d'hormones très fortes pour justement... pour éviter d'être submergé par l'angoisse et peut-être ouais, mourir de panique ou je sais pas. Peut-être que vraiment on arrive dans un autre monde, dans l'au-delà, peut-être. Moi, j'y crois pas, mais c'est une possibilité. Et un rêve, c'est, en tout cas, c'était pas si j'ai fait des rêves qui étaient bien, mais pas si bien, je crois. Je me suis jamais senti si bien que pendant cette expérience-là. Donc, tu as vraiment eu le sentiment quand tu t'es réveillé que c'était pas un rêve classique et que c'était quelque chose de différent, ce que tu avais vécu. Oui, mais je savais pas ce que c'était. C'est vraiment le psychiatre qui m'a raconté. J'avais vraiment l'impression que c'était la réalité, pour le coup. Tu vois, par exemple, l'ami avec qui j'étais, qui m'a mordu le doigt, j'ai pas pu lui parler pendant au moins 1 an après. Quelque part, j'avais une espèce de... Je lui en voulais, je savais pas de quoi. Et je pense que je lui en voulais de m'avoir tiré de ce moment, quoi. Ah ouais. Ouais. Et c'est lui qui était avec toi dans la voiture au moment Oui. de l'accident. Oui. Ouais. D'accord. Mais tu lui en voulais pour la morsure, en fait, qui t'a ramené à la vie, quelque Oui. part. Et c'était violent, en fait, de revenir... Ouais, voilà, peut-être qu'il m'a sauvé la vie. Mais c'était tellement violent de revenir comme ça à la réalité que j'étais pas content, quoi. Inconsciemment. D'accord. Et ta fascination de la mort, elle vient peut-être de là ou elle précède cet accident? Non, je l'ai toujours eu. Ouais, tu l'as toujours eu. Ouais, quand j'étais ado, je faisais des expériences de spiritisme. Je viens d'une culture, j'ai grandi dans le sud-est, en Provence, où il y a beaucoup d'invisibles, en fait, il y a beaucoup de fantômes. Et j'ai toujours été entouré de gens qui parlaient de fantômes ou de choses comme ça, en fait, un peu de monde invisible. Est-ce que tu dirais que tu aimes faire peur à d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse? J'aimais bien quand j'étais enfant faire peur, notamment à ma grand-mère, je sais pas pourquoi, et la pauvre, ça a été pas évident. Mais oui, j'aime bien faire peur. Ouais. J'aime bien faire peur à mes auditeurs. Oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Pourquoi? Donc C'est ça que t'allais me demander. c'est ça. Ça te donne du plaisir et oui, je sais pas si tu sais expliquer. Ça m'amuse dans la mesure où je les rassure après, parce que ça, je supporte pas que les gens soient plongés dans l'inquiétude longtemps. Mais ouais, peut-être que je considère vraiment que la peur fait du bien et que ça leur fait un petit coup de fouet qui est... Peut-être que je suis sadique, je sais pas. Bah, déjà, je supporte pas de faire attendre quelqu'un, par exemple. Enfin, si j'arrive en retard, si je préviens pas, etc. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc, tu vois un peu le degré. J'aime pas inquiéter les gens, tout ça. Après, je pourrais pas faire souffrir physiquement. Ça, c'est un truc qui est impossible. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a un peu de sadisme, peut-être par moment, des petites pointes. Mais bon, c'est pas flagrant. Et je peux pas dire que j'en retire une jouissance quand même, quoi. Comment est-ce que tu penses gérer ta peur? En fait, ma peur, donc, qui est quand même une inquiétude, plus ou moins forte. Je sais que j'ai une espèce de croyance qui veut que tout rentre dans l'ordre. Et que la peur est nécessaire, que ce qui est désagréable est nécessaire pour que tout aille mieux après. Parce que la peur, elle est forcément désagréable? De plus en plus. Du coup, il y a toujours un truc que je sais que ça va rentrer dans l'ordre, en fait, et que je me dis souvent, bah, tu vois, t'as eu peur. Tu vois, je sais pas, quand je me suis retrouvé au chômage ou des choses comme ça, c'est des peurs aussi. Et ben,
je me dis, en fait, heureusement que je me suis retrouvé au chômage, parce que du coup, si j'avais continué dans tel boulot, j'aurais pas fait ça. Et, tu vois, j'ai une espèce de croyance qui veut que tout se rétablit. Je suis une espèce d'optimisme, si tu veux. Que tout rentre dans l'ordre. Oui. Et en fait, donc du coup, c'est ta manière de te rassurer aussi. Oui, mais c'est aussi un constat. Jusqu'à présent, dans ma vie, je touche du bois, mais ça s'est toujours passé comme ça. Tout s'est arrangé. Et c'est pour ça que quand des amis me racontent qu'ils se sont fait larguer, ou qu'ils ont un gros problème et tout, je me dis, oui, tant mieux, en fait, ça va. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est ça, c'est un mal pour un bien. Ça, j'y crois très fort. Après, moi, c'est d'expérience que je te dis ça aussi. Hein. Tu vois, il y a un moment où j'ai quitté Radio France, mais j'ai quitté Radio France parce qu'on me proposait des trucs. C'est pas que je me suis fait virer, mais c'était presque un peu comme ça. On me proposait des trucs tellement pas bien, et tu vois, on me mettait un peu dans un placard et tout ça. J'ai dit, du coup, je m'en vais. Mais j'avais rien après, quoi. J'avais pas de boulot. Et je savais faire que de la radio. La radio que je savais faire, c'était qu'à Radio France qu'on pouvait la faire. Dans l'occurrence du documentaire. Et je sais que j'ai eu peur pendant 15 jours. Je me suis dit... Puis après, je me suis dit, bon, allez, laisse faire. Puis ça va rentrer dans l'ordre. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que du coup, ça m'a permis de faire du podcast. Et j'ai jamais été autant heureux dans mon métier qu'en faisant du podcast. Ça, c'est un exemple. Quand j'ai quitté Radio France, j'avais un rendez-vous, genre le 10 juillet, avec le directeur de France Musique, qui m'a annoncé qu'il aimait beaucoup mon travail, mais qu'il ne me donnerait pas de travail avant l'été d'après, donc un an après. Donc ça veut dire que pendant un an, j'avais pas de boulot, alors qu'en fait, j'avais travaillé quand même longtemps à Radio France, et que voilà, c'était mon taf, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, je vais quand même envoyer un message à Joël Renez, qui venait de créer Binge Audio, qui est un studio de podcast, pour parler avec lui, mais sans me dire, je vais faire du podcast. Je savais même pas ce que c'était le podcast, etc. Et du coup, j'ai déjeuné avec lui un 14 juillet 2016. C'était le jour des attentats de Nice. Il m'a dit oui, ça m'intéresse et tout, parce que je savais que c'était quelqu'un qui aimait mon travail depuis longtemps. Ça m'intéresse, on se revoit à la rentrée. Et en fait, pendant tout l'été, donc là on était en juillet, mais jusqu'en octobre, je savais pas ce que j'allais faire. Et puis j'ai des projets qui se sont mis en place dans ma tête. En fait, je crois beaucoup aux choses qui décantent, choses qui se mettent en place de façon presque inconsciente. Je crois beaucoup à l'attente. J'aime pas avoir des objectifs. J'aime bien me laisser surprendre en fait par ce qui arrive, et je me dis que tout ce qui arrive en fait c'est pas un hasard, et c'est pour le mieux, quoi. Et dans mon travail, c'est pareil en fait. J'ai l'impression parfois quand je branche mon micro et je vais sur un lieu de crime, et j'ai l'impression qu'il y a un metteur en scène qui... Alors, je suis pas croyant, hein, mais, donc je parle pas de Dieu, mais j'ai l'impression qu'il y a un metteur en scène qui a tout organisé, qui m'a fait rencontrer les bonnes personnes, qui a mis sur mon chemin des trucs. En fait, c'est toujours comme ça. Du coup, ça, c'est une philosophie que j'ai, qui te dit quand même en substance, n'aie pas peur, quoi. Ça va bien se passer, quoi. Ouais, t'as une foi et une confiance en la vie qui est quand même assez solide, moi je trouve. Ouais. On a évoqué pas mal de tes peurs, ou en tout cas des peurs auxquelles tu as pu être confronté. On a parlé en filigrane de la peur de l'abandon par rapport à ton histoire personnelle, des peurs très concrètes comme celle du téléphone, des choses comme ça. En définitive, comment est-ce que tu définirais ton propre rapport à la peur, si tu devais un petit peu résumer tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure? C'est un peu je t'aime moi non plus. Je la cherche, je la titille, je la tease, elle est là. Mais en même temps, je la dompte avec cette confiance que j'ai. Je pense aussi que la peur, c'est fonctionnel, quoi. C'est aussi là pour te sortir des situations difficiles. C'est la fonction primaire de la peur, c'est de t'alerter de quelque chose qui dysfonctionne ou d'un danger, en fait. Oui, c'est ça. Dans ton podcast Super-héros, parce qu'on a parlé un petit peu de Cerno, on n'a pas parlé de super-héros, on écoute donc les histoires assez extraordinaires de gens qui, pour le coup, sont peut-être un peu plus ordinaires, enfin, en tout cas, qui
Ou l'inverse. Ou peut-être. l'inverse, parfois. Ça marche aussi, C'est ça. des gens extraordinaires qui ont des histoires ordinaires. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que... donc toi, t'as intitulé ton podcast Super-héros. Moi, j'ai intitulé le mien Anti-héroïne. Et donc, du coup, j'avais envie de savoir un petit peu ce que tu pensais justement de la figure du super-héros. En fait, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et à l'inverse, est-ce que anti-héros, ça te parle? Oui, c'est-à-dire que... Bon, moi, par exemple, je te connais pas beaucoup. J'ai quelques éléments que tu m'as livrés, mais je vais pas te reposer de questions, mais je pense que tu pourrais entrer dans mon podcast super-héros, en fait. Pour moi, mes super-héros sont des anti-héros. Des gens qui ont un problème ou qui ont côtoyé la mort, Ouais, j'aime bien que ce soit pas des gens successful, parfaits, ou voilà. Après, c'est pas forcément que c'est des losers, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je sais pas, où je leur trouve une forme de courage parce qu'ils ont voilà, ils s'accrochent, ils ont une existence plus difficile. Ou... Voilà. Souvent, c'est des anti-héros, quoi, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup ton titre. Et je pense que ça cache que tu es peut-être une super-héroïne. Parce que tu as peut-être plus de difficultés que les autres à faire des choses quotidiennes. Et voilà. Tout simplement. Je sais pas, c'est pas forcément des gens qui sont plus beaux que les autres, plus forts, plus riches, qui ont plus de succès. Non, au contraire, quoi. C'est des gens qui ont plus de difficultés et d'autant plus de mérite à vivre, parce qu'ils ont ces difficultés, quoi. Et toi, si tu devais te définir, tu te définirais plutôt comme un super-héros ou un anti-héros? Non, je me suis pas posé la question, mais... Bah, je te la pose. Bon, j'ai pas raconté ma vie, mais du coup, je suis loin d'être parfait. J'ai beaucoup losé dans ma vie, en fait. J'ai beaucoup raté, beaucoup de choses. Mais comme tout le monde, hein. Oui, certainement. Il y a quelqu'un qui m'a interviewé il y a quelques années pour Télérama, et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, avec cette personne. Et à la fin, quand j'ai lu l'article disait que j'étais résilient, fondamentalement résilient. Et en fait, mes super-héros, dans mes podcasts, sont des gens résilients. Qu'est-ce que ça veut dire, résilient? Parce que c'est un terme quand même très à la mode en ce moment. Oui, voilà. Alors, bon, c'est trop... Moi, j'aime pas forcément ce terme. Mais c'est des gens qui ont sublimé un problème, en fait, pour en faire une force. Et qui ont réussi à s'en sortir. Et en fait, je suis assez d'accord avec ce portrait de moi. J'ai pas eu des gros problèmes. Mais les problèmes, à chaque fois que j'ai des problèmes... En fait, je pense que j'ai vraiment un caractère résilient. Ce que je te racontais là de Radio France, etc., je pense que c'est dans ma nature. Je me décourage pas et puis j'arrive toujours à quelque chose de mieux grâce à mes problèmes. Ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Bon, peut-être que c'est mon caractère, peut-être que c'est ma force, peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien. Je pense que c'est grâce à des choses que j'ai vécues. Et du coup... Ta question, c'était est-ce que je suis un super-héros ou un anti-héros, c'est ça? Oui, quel genre de super-héros ou d'anti-héros tu serais? Voilà, moi je serais un super résilient, je pense. D'accord. C'est quoi ton super-pouvoir? J'y ai jamais vraiment réfléchi, en fait. Il y a des super-pouvoirs que j'aimerais bien avoir. Lesquels? Comme celui de voyager dans le temps. Ça j'adorerais. Qu'est-ce que nous réserve Cerno et super-héros dans les mois qui viennent? Super-héros, j'ai un peu laissé, pas à l'abandon, mais j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment. Mais il y a une saison qui est prête à sortir, donc c'est une histoire qui m'est arrivée, dont je suis un protagoniste, en fait, qui est une histoire de frères. Voilà. Et dans Cerno, en fait, c'est la fuite en avant continue, donc je continue à aller sur les lieux de crime et je traînerai beaucoup dans le 14e arrondissement. Et des histoires de fantômes, en fait. Merci beaucoup, Julien. C'était un plaisir de t'avoir dans Anti-héroïne. Et on va continuer à suivre avec délectation tes aventures dans Cerno. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère te revoir sur ce podcast à l'occasion.
Dans cet épisode, on a parlé de fascinations morbides multiples, de lieux de crime, d'expériences de mort imminente, de fantômes. On a aussi parlé de résilience et de confiance, et de côté plus positif de la peur, qui peut aussi constituer un carburant plutôt qu'une paralysie. Si l'attente est souvent angoissante, elle n'en est peut-être pas moins nécessaire pour que les belles surprises et les évidences jaillissent. La peur appelle la patience, sans doute, mais aussi et surtout la foi. Foi en notre capacité à la dépasser. Confiance en la vie, et peut-être aussi en la mort. Je continuerai à creuser ces rapports entre la peur et la foi dans un prochain épisode. Merci pour votre écoute, et à bientôt dans Anti-Héroïne. Si cet épisode vous a plu, ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours, ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.